Ouais, mais si je te dis après, c'est... Quoi, qu'est-ce que t'as fait? Tu peux pas me le dire? J'ai pris, en fait, il y avait un bouquin qui répertoriait tous les labels. Ok, Et smart, attends, ça arrive. j'ai passé 3 mois à envoyer le même mail à tous les labels. Non. Et en fait, je savais pas qu'on pouvait faire... parce que je me suis dit, en vrai, ça craint. S'ils voient tout ce que j'ai envoyé à tout le monde dans un seul mail, tu vois, Ah, est-ce que tu pouvais faire en CCI? copie. Ouais, je savais pas. Du Tu coup, faisais du coup tout séparément? j'ai tous fait. Mais genre, quand je te dis, moi, je savais même pas ce que c'était un label. En vrai, du coup, j'ai dû contacter genre toute l'industrie. Genre vraiment toute l'industrie. Mais t'as Tous raison. les métiers de l'industrie. J'ai envoyé tout, mais tu sais, genre, je recopiais le mail. Même à la SACEM, tiens, je Ouais, vous envoie aussi. Enfin bref, ça avait aucun sens. J'ai eu 0 réponse. J'ai envoyé genre 1500 mails. Ça m'a pris 3 mois. J'ai eu 0 réponse. Mais non. Ouais, 0. Mais genre 0. Quand je t'ai dit 0, genre limite, je me suis dit, elle bug ma boîte mail, tu vois. Même pas un refus, en fait, quelque chose. Ouais, même pas un. Non, pas ouf, tu vois. Bon, je suis en mode. Hello tout le monde, bienvenue dans En Esprit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité qui est d'une pépite, une pépite de chez Sony Music, que j'ai eu la chance de découvrir grâce à Laetitia. Et j'ai pu le découvrir durant une des soirées, justement, qui était destinée à nous faire découvrir de nouveaux talents. C'est Nicolas qui est avec nous. Merci d'être là aujourd'hui, ça me fait trop plaisir de te rencontrer. Bah, merci à toi. On m'a appelé, on m'a dit, alors écoute, j'ai un gars. Il est incroyable, tu vas l'adorer. Il arrive à faire ressortir des émotions de toi, il prend le public avec lui. Il faut absolument que tu viennes déjà pour l'écouter. Et en plus de ça, il faut que tu l'interviewes dans En Esprit parce qu'il a une histoire incroyable. Donc on m'a fait ta promo, comme jamais. J'en mets. Là, tu viens principalement pour faire la promo de ton nouvel album MNE, MNE+, aussi pour la réédition. Qu'est-ce que tu as voulu partager dans MNE ? Bah, dans MNE, je pense qu'à la base, j'ai pas eu l'envie de partager quelque chose comme une réflexion, tu vois, de me dire, ah, il faut que je parle de ça et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui s'est complètement imposé à moi, comme toutes les chansons que j'écris. Sauf que là, pour la première fois de ma vie, bah, c'était un album. Donc, c'était beaucoup de chansons qui devaient interagir entre elles et tout ça. Et ce qui s'est imposé vraiment, en fait, c'est un besoin de connaissance de soi et du coup fatalement de retour aux sources, de compréhension de mes origines, de d'où je viens, qui je suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, qui j'ai envie d'être, quoi. Est-ce que tu peux considérer que c'est un album un peu thérapeutique ? Enfin, il y a un côté quand même où je pense que c'est très utile, en tout cas pour moi, pour ma construction en tant qu'être humain. Ouais. Tu as fait un documentaire Ouais. que j'ai trouvé trop cool. Franchement, je vais vous mettre le lien dans la description. Ce docu est grave stylé, déjà parce que en début de carrière, c'est rare de sortir un projet et d'avoir déjà, toi, ce côté un peu voyage initiatique, comme tu le dis, que tu fais à travers tes musiques, mais que tu as fait littéralement à travers le voyage en van avec tes potes qui, en même temps, sont les personnes qui... Enfin, t'avais un gars à la caméra, t'avais tes potes, etc. Mais moi, si je dois dire aux gens pourquoi j'ai kiffé ce que tu fais, c'est que effectivement, tu nous fais voyager. J'avais l'impression d'être ta pote avec toi dans le van. En fait, j'avais envie d'être avec vous, mais j'avais carrément envie d'être avec vous dans vos galères de van. Incroyable. Parce que t'es reparti. En fait, t'es parti de la fin vers le début. T'as fait le voyage à l'envers, c'est ce que t'expliques. Quand tu fais ce voyage-là, celui de tes grands-parents, enfin de ton grand-père principalement. De mon grand-père qui est parti en premier en fait, mais qui a été très vite suivi par ma grand-mère, par ma mère, par sa sœur. Quand tu décides de faire ce voyage-là, ça se passe quand ? Ça se passe comment ? Et quand tu leur en parles, ils en pensent quoi ? Bah en fait, d'abord j'ai écrit les chansons. J'ai vraiment écrit tout l'album et j'ai vraiment fait ce voyage à l'intérieur de moi. Et du coup, ce voyage initiatique, il a d'abord été mental et philosophique presque. Et ensuite, j'ai eu cette espèce de sentiment un peu de vouloir aller au bout des choses pour le coup et que ça devienne concret, que ça devienne réel. Parce qu'il y a un truc avec la musique, c'est que je pense que ça prend une place hyper grande dans la vie, mais ça reste quelque chose d'hyper immatériel. Alors moi, ça me laisse toujours un petit sentiment d'inaccompli et je voulais aller au bout du truc. Alors je me suis dit, ok, je cite plein d'endroits en fait dans cet album
il est hyper géographique. Il y a beaucoup de chemins qui se dessinent à l'intérieur. Et ces chemins, il faut que je les fasse en vrai. Il faut que je les voie avec mes yeux. Il faut que je les foule avec mes pieds. Et il n'y a que comme ça, en fait, que je vais pouvoir aller au bout de cet album. Sinon, presque, je serais en train de me mentir à moi et de mentir aux autres. Il faut que j'aille au bout. Alors, j'ai décidé d'aller voir, en fait, si tout ce que j'avais projeté dans ce disque était juste, était clairvoyant presque. Et si j'avais réussi je sais pas, sentir le souffle de quelque chose. J'ai un peu l'impression, quand on écrit des chansons, on lit dans l'avenir, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Et je voulais aller vérifier ça, en fait. Et, Conclusion? En fait, c'était hyper dangereux oui. comme truc, parce que je me suis dit, à un moment, j'ai eu ce stress quand même de... Et si? Rien à voir. C'est ça. On fait quoi? On recommence l'album, on le met à la poubelle, on parle d'autre chose. Je pourrais pas sortir des chansons si dans la réalité je retrouve pas ce que j'ai dit. Du coup, c'était un peu dangereux. Et au final, j'ai vraiment réussi à retrouver ce truc-là. En fait, c'est comme si tout l'album était une coquille vide, qui avait une belle forme, qui avait des couleurs, tout ça, et que j'y avais mis à l'intérieur la substance, l'âme, ouais, vraiment. T'as réussi à ramener l'âme, en fait, que t'es parti chercher ça, finalement. Ouais, et ça m'a permis après de pouvoir vraiment finir les morceaux, de pouvoir mettre la couche finale, le vernis sur l'album, d'aller en parler, d'aller faire des tournées, ouais, d'aller le présenter en concert et d'aller chanter ses chansons en vrai, avec tout le bagage qui était dedans. Et je pense que ça aurait pas été pareil. Je pense que le concert dont tu parlais, le showcase et tout, il aurait pas eu du tout la même tête si j'avais pas fait ce voyage, quoi. Mais parce que ça se sentait que t'étais habité, en fait. T'es habité par ton histoire. Et tu le dis assez souvent, c'est... Quand tu es dans ce documentaire, à un moment donné, donc tu pars, et puis tu pars, il me semble, au cimetière, et tu dis, je vais chercher la protection de mes ancêtres. Et dans plusieurs moments, en fait, dans ce passage-là, et même dans les musiques, dans les paroles, il y a ce côté très lié à la croyance, en fait, à la foi, à Dieu, à l'énergie de tout ce poids familial. Qui soit positif et parfois négatif, dû aussi à tout ce que ta famille a pu traverser. Et tu arrives à l'habiter tellement fort. Et est-ce que tu penses... Parce que quand tu écoutes l'album, tu te rends pas compte parce que c'est en regardant que j'ai su que l'album avait été fait avant que tu fasses le voyage. Ouais. Mais je trouve que si, à l'heure actuelle, tu écoutes l'album, tu te dis pas, le mec a jamais été là-bas, alors qu'il en parle. J'y avais été, hein, mais pas de cette manière. Mais pas en faisant le chemin. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est assez fou de se dire, t'as fait ce chemin-là et t'arrives aussi bien à retranscrire les émotions, en fait. C'est quoi la réaction de ta famille, ils disent quoi quand tu leur dis, les gars, moi, je pars. Enfin, j'ai fait un album qui s'appelle Emmeneux. Enfin, je suis pas le faire. Pas encore fini, 100%. Là, par contre, je vais prendre le van et je vais faire le voyage à l'envers. Déjà, ils ont essayé de me dissuader parce que les routes, en fait, eux, ils faisaient le chemin en voiture quand ma mère, elle était jeune et tout ça. Et en fait, ils faisaient ce parcours-là, mais sauf qu'à l'époque, c'était des voitures... Oui, ça date un peu. des voitures... On ne sait pas trop, d'ailleurs. Voilà. Contrôle technique passe pas ouf. Et surtout, les routes, elles étaient éclatées. Et du coup, ils m'ont tous dit, mais t'es malade, viens en avion, loue une voiture, elle va faire un petit tour et tout. J'ai dit, non, je veux le faire en vrai. J'étais à 2 doigts limite de le faire à pied, le trajet, tu vois. Ah oui. Et je voulais vraiment galérer à rentrer, en fait, et à sentir pas une difficulté pour une difficulté, mais en fait à traverser ce chemin avec toutes les étapes et à pas éviter les pièges qu'il y avait sur la route, parce que les pièges concrets, les étapes un peu difficiles physiquement, c'était celles aussi que j'avais dans mon cœur et il fallait que je les traverse. Donc ils ont essayé de me dissuader, mais gentiment, avec amour, et je sais pas, j'ai tenu mon truc un peu comme d'hab, quoi, et je l'ai fait. Et je pense qu'ils ont pas trop pris la mesure, en fait, de ce que c'était pour moi à ce moment-là. Peut-être que je leur ai pas partagé comme il fallait non plus, parce que je leur ai pas fait écouter l'album à ce moment-là. Parce que pour moi, c'est toujours un peu
Ah, quand j'ai un truc à dire à quelqu'un, je lui écris une chanson et je lui fais pas écouter, tu vois. Et après, il le découvre quand ça sort. C'est fou ça. Et du coup, ils avaient pas vraiment mesuré l'impact que ça avait pour moi, tout ça. Et quand on était là-bas, quand on est arrivé dans le village et qu'ils étaient là, je pense qu'ils ont senti quelque chose que j'avais rapporté avec moi de ce trajet. Et la parole, elle s'est un peu ouverte, on a eu des discussions, alors qu'avant, c'était un petit peu rouvrir des plaies C'était dur. un peu dur, et du coup, c'était difficile d'en parler, c'était difficile déjà de poser la question pour moi, c'était difficile d'avoir des réponses aussi. Et la parole s'est ouverte, et ensuite, avec la sortie de l'album, avec la sortie du documentaire, il s'est passé plein de choses merveilleuses dont on peut parler. Et là, ils ont encore plus pris la mesure de ce que c'était, de ce que ça voulait dire, de l'impact que ça avait déjà sur moi et puis aussi sur les autres, quoi. C'était une... tu penses que... Je pense que notre génération, tu sais, je pense que les générations passées ont vécu des choses très dures. Mm. Tu vois, enfin... nous, j'espère en tout cas du moins qu'on a quand même quelque chose d'assez confortable dans la manière dont on a grandi. C'est plutôt nos parents et nos grands-parents qui ont dû faire des sacrifices pour nous donner majoritairement une vie meilleure, des vrais sacrifices de vie. Tu vois. Bien sûr. Et eux portent le poids de ça sur leurs épaules, là où nous, on est là, on vit un peu notre vie, on est content, tu vois. Mm. Mais je pense que la beauté de notre génération, et je peux le voir dans ma famille, et moi aussi j'ai une famille de gens... je suis aussi métissée, on va dire, au niveau familial. Et je me rends compte, on a envie d'aller chercher les réponses, on a envie de rouvrir, justement, comme tu dis, parfois des plaies pour eux et des blessures, mais pour les guérir. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai vraiment le sentiment que... Et en fait, plus le temps passe, et plus les mois passent, et plus il se passe des choses, plus j'ai l'impression de guérir comme je peux les traumatismes de ma lignée, quelque part. Oui. Et que ça soit des choses qui remontent, parce qu'on sait jamais jusqu'à quand ça remonte. Et effectivement, je pense que nos parents, nos grands-parents, ils ont essayé de se rapprocher d'une sécurité qu'ils n'avaient pas. Là où nous, on essaie d'aller un petit peu vers le contraire, en tout cas moi, c'est-à-dire vers la liberté, où j'ai l'impression que plus on est en sécurité, moins on est libre. Et que plus on va est libre, rechercher moins ça. on a de sécurité. Et j'ai l'impression d'en revenir, mais toujours en essayant de me rappeler en fait des enseignements et des histoires, parce que je pense que si on oublie les histoires des ancêtres, l'histoire elle peut se répéter, c'est bête. C'est dommage de ne pas apprendre de ses erreurs. Oui, des erreurs et même des belles leçons. Des belles leçons. C'est quoi, justement, quelles sont peut-être des leçons ou juste que tu as pu apprendre du parcours ancestral un peu maintenant, qui sont encore en toi? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'est beaucoup de ressentis. Purement sur ce truc-là de l'enracinement. En fait, j'ai compris la mesure de ce que c'était, même par empathie pour des gens qui le vivraient plus que moi aussi, tu vois, et qui en souffriraient beaucoup plus. En fait, cette problématique du déracinement, où à un moment, je me suis vraiment rendu compte et je me suis mis dans les yeux, grâce à cet album, de mes grands-parents, de ma mère, de l'autre partie de ma famille qui est restée aussi au Monténégro, comment ils nous voient évoluer ici, comment nous, on les voit, c'est quoi toute cette relation-là. Et en fait, il y a un truc où j'ai dû me mettre à leur place en fait, pour écrire ça, pour être dans la justesse, pour avoir aussi la légitimité de dire certaines choses. Il y a une chanson dans cet album qui s'appelle Podgorica, qui parle en fait de l'histoire de mon grand-père, donc qui parle de l'histoire de toute ma famille, mais à travers les yeux de mon grand-père qui arrive en France, qui découvre quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'il a connu et qui prend pas vraiment encore la mesure, ou qui commence à prendre dans la chanson la mesure du sacrifice que c'est et de la souffrance que c'est, alors qu'au début c'est juste un truc pour quelques mois, on y va et puis on revient avec un peu plus de sous que si on avait travaillé au pays, parce que ça paye mieux ici, et en fait on revient jamais et les choses elles se passent et tout ça, et j'ai compris ces choses là et je me suis dit mais c'est dingue, en fait c'est toutes des choses qui m'ont été pas dites, mais je les ai pris dans un héritage non verbal qui a été encore peut-être plus fort que si on me l'avait raconté. Et même la honte qu'on peut ressentir, je pense que moi j'ai pu ressentir
d'un côté et de l'autre, en fait, de ces deux origines-là, mes origines françaises et monténégrines, et la honte que tu dois ressentir et qu'on te fait ressentir, en fait, quand tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue et tu arrives à l'école, où tu travailles. Encore aujourd'hui, ma famille, je la trouve seule. Mais je me suis rendu compte par rapport à cet album, en fait. Je les trouve isolés, je les trouve seuls. Pas parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts, mais parce que peut-être qu'on n'est pas assez venu vers eux, alors que le sacrifice qu'ils ont fait pour nous, ben, ils l'ont fait aussi pour la société, pour le pays, pour, tu vois. Oui, pour le développement du pays dans lequel ils Ouais, étaient, en fait. bien sûr. Est-ce que je veux dire, à cette époque-là, il y a d'autres familles du Monténégro, j'imagine, qui viennent. Tu disais justement que dans c'était dans un concert, je pense, où tu chantes justement cette chanson et que c'est un homme un peu un grand qui arrive chez toi, qui te serre la main et qui te dit ça fait 15 ans, je crois que je travaille chez Peugeot et en fait, cette histoire-là, ben, je l'ai sentie parce que c'est un peu la mienne. Ouais. Est-ce que t'as ressenti, par exemple, qu'il y avait peut-être des familles du Monténégro qui étaient venues en même temps, qui, elles, sont restées soudées dans ces moments-là, ou justement, comme tu dis, isolées, mais même isolées à ce point, à ce point-là? Dans notre diaspora, c'est pas beaucoup de gens, et en fait, c'est surtout beaucoup de gens qui sont rentrés au pays. Ah, la majorité est rentrée? Ouais, en tout cas, de ce que je comprends, parce que moi, en fait, j'ai grandi du coup à Besançon, et je connaissais pas d'autres Monténégrins. Et en fait, c'est aussi une toute petite diaspora. Je pense qu'en France, on est 5000, 6000, quelque chose comme ça. Oui, c'est pas énorme. Et bon, c'est pas le pays avec la plus grande diaspora, mais en fait, c'est un tout petit pays. C'est 6000 habitants en tout, dont la moitié de Monténégrins, il me semble, dans le pays. Donc c'est une ville moyenne, même pas française, quoi. Et il y a eu un truc où, au fur et à mesure, en fait, des événements, des concerts, des expositions médiatiques, que ce soit en France, que ce soit au Monténégro, où on m'a partagé des histoires et des témoignages comme celui-là. Mais ça venait de plein d'endroits différents, ça venait de plein de choses. Et j'ai vraiment fait un chemin de dingue et une compréhension de dingue là-dessus. Où, en fait, au moment où j'écris l'album, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ma tête, je suis vraiment le seul à ressentir ce truc-là. Je me dis, ok, j'en ai jamais parlé avec ma famille parce que je veux pas qu'ils soient déçus. Je veux pas qu'ils se disent merde, on s'est sacrifié et en fait ça a pas marché, on a loupé le truc, on n'a pas réussi, tu vois. Je veux pas qu'ils se disent ça, je veux pas qu'ils aient de la peine. Donc moi je leur en parle pas de ce sentiment. Je le garde pour moi. J'en parle pas non plus avec mes potes parce que j'ai pas l'impression que eux ils sont en train de le vivre. Je me dis qu'ils vont pas comprendre et surtout j'ai pas envie d'avoir l'air d'être un pleurnichard ou un gras tu vois. peut-être aussi, d'avoir ce côté... Ben ça peut-être pour d'autres gens, tu vois, peut-être j'en Ouais. parle pas à l'école non plus parce que j'ai Ok. pas envie d'avoir l'air dans un cadre du système. J'ai pas envie d'avoir l'air ingrat, j'ai pas envie d'avoir l'air pas reconnaissant, alors que je sais que peut-être que le niveau de vie de ma famille est plus élevé ici Qu'il aurait été là-bas. qu'il aurait été là-bas. Après, Mhm. je parle pas de bonheur, je parle de niveau de vie, tu vois. C'est deux choses très différentes. Ouais. Tout à fait. Et du coup, ce truc-là, je le garde pour moi. Et au moment où j'écris ces chansons, j'ai l'impression d'être le seul à le vivre et de me dire ça va parler à personne, mais il faut que je le dise. Et même pour raconter une anecdote que j'ai mis des années à assumer, je pense. En fait, moi, je parle pas très bien serbo-croate, monténégrin, encore moins qu'avant. Enfin, avant, je parlais beaucoup moins bien que maintenant parce que j'ai entrepris ce chemin-là. Mais je parlais avec mes grands-parents, mais c'est des trucs un peu quotidiens ou avec ma tante au pays et tout ça. Et, mais pour tenir une discussion, pas ouf. Puis quand tu passes 11 mois de l'année en France à pas parler monténégrin quasiment, bah tu perds zappes, la tu vois. langue. Ouais, bah oui. Et quand je suis arrivé à Paris, en région parisienne, dans le 93, bah, il y a pas mal d'épiceries serbes et tout ça. Et du coup, j'allais dans des épiceries serbes acheter des trucs pour me les ramener à mes grands-parents, tu vois, pour leur faire plaisir, leur ramener du café et tout ça de là-bas. Et un jour, je suis dans cette épicerie et j'essaye de travailler la langue, tu vois. Je parle avec l'épicière un peu, je suis en mode ouais, je pratique, tu vois. Et ça me fait plaisir, ça me fait du bien quand tu parles ta langue maternelle, ça te fait toujours quelque chose. Et à un moment, je switch en français parce qu'il y a un truc que je sais pas dire. Et il y a un gars qui rentre dans l'épicerie et qui dit en serbe, ouais, honte à lui et à sa famille parce que il parle même pas notre langue alors qu'il vient de chez nous, ça se voit, tu vois. La transmission. Ouais, et moi j'entends ça.
Et tu comprends. Je le comprends très bien parce que j'ai du mal à parler, mais je comprends très bien, tu vois. Bah oui, tes grands-parents te parlaient que Ouais. en serbe. Et du coup, j'entends ce truc-là et je le comprends hyper bien et je suis en mode, je vais rien dire. Je regarde l'épicière, elle comprend que j'ai compris. Oh non, oh non, c'est horrible ce moment. Et je me dis genre, waouh. Et je suis rentré chez moi en n'achetant rien et tu sais, j'ai vraiment fait genre, ok. Et pendant 2 ans, j'ai pas réussi à sortir un mot en monténégrin. Et je pense que ce truc-là m'a servi, mine de rien, parce que tu sais, ça, je l'ai tellement gardé à l'intérieur de moi et j'en avais tellement honte et je me sentais tellement coupable et mal et tu sais, genre triste, profondément déçu de moi, de me dire, mais pourquoi, tu vois, pourquoi. Et puis, ce truc-là, on me le fait ressentir là, dans la moitié de moi, mais l'autre moitié de moi, on me renvoie à ce truc-là qui est pas là non plus. Et tu sais, T'es jamais mindfuck, un en tu vois. fait. Ouais, Ouais, et je peux pas être complet. Et un côté n'existe pas en moi, mais l'autre non plus. Et en fait, ce truc-là, je l'ai tellement gardé en moi et ça a tellement. ouais, ça a germé, quoi, ça, ouais. qu'à la fin, ça a explosé. Et j'ai dû écrire ces chansons. J'ai eu besoin d'écrire ces chansons. Et tout est venu de cette phrase où je dis dans Au bord de la mer, si c'est ma langue maternelle, alors pourquoi je fais des fautes? Si c'est le pays de mes ancêtres, pourquoi quand je rentre, j'ai un peu honte? Je me suis dit, ouais, je vais écrire ça. En France, on va me dire, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous saoules. Et au Monténégro, on va me dire, bah ouais, t'es pas de chez nous à dire des trucs comme ça, tu vois. Mais je me suis dit, mais je l'ai dit, il faut que je le sorte. Moi, ça me fait du bien de l'avoir dit. Et en sortant cette chanson, qui est la première chanson après l'intro que j'ai sortie de l'album, j'ai reçu mes foules de témoignages et de gens qui me disaient, autant des gens que je connaissais pas du tout, du Monténégro, des Balkans, d'ailleurs, des gens qui dealaient pas du tout avec des problèmes d'origine, des potes d'enfance. Ah, à qui tu n'avais pas parlé? Ouais, et qui je pensais que pour eux, tout ça c'était hyper clair, ils se posaient aucune question. J'ai reçu plein de témoignages de gens qui me disaient, mais je ressens exactement la même chose. Et ça me bouffait, j'arrivais pas à mettre des mots là-dessus, et t'as mis des mots là-dessus. Et en fait, d'en parler, de recevoir ça, et d'engager des discussions et des trucs, ça m'a vraiment me fait me dire genre, je peux respirer, je peux dire ça, c'est ok, je le ressens, je le dis, c'est beau, c'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à vraiment entreprendre en vrai ce chemin que j'arrivais pas à faire à cause de cette honte et de ce manque de légitimité et tout. Et après, il s'est passé des choses encore plus belles que ça a débloqué. Le jour où j'ai sorti l'album, qui s'appelle du coup MNE, c'est les 3 lettres des plaques d'immatriculation du Monténégro, alors que je connaissais aucun Monténégrin en France, à part ma famille. Du coup, Il y a l'ambassadeur du Monténégro qui m'a appelé, mais non. qui m'a dit c'est chambé ce que tu fais. C'est trop bien de nous représenter, de dire ces choses-là, de parler de nous et tout. On est fiers de toi, tu vois. Oh, c'est tellement beau, mais Et j'ai été genre, quoi? t'as dû être submergé par un peu tout finalement à ce moment-là. Ouais, j'étais vraiment en mode, mais ouais, plus jamais de ma vie, je me ferai plus confiance et je m'écouterai pas, tu vois. Franchement, merci pour ce partage-là parce que c'est trop beau et je le comprends. Mais je vais te dire un truc, ça m'a. C'est hyper impactant ce que tu dis parce que c'est une réalité. Moi, mon père, il est d'une autre origine et il m'a pas appris sa langue. Et je suis la seule de ma famille à ne pas le parler. Terrible. C'est horrible comme sentiment parce que comme tu dis, t'es ni l'un, t'es ni l'autre. Et en fait, quand t'es chez toi, tu te sens chez toi. Tu sais que tu viens de là, c'est tes origines. Mais comme tu parles pas la langue, c'est comme si t'es un peu un pion où on sait pas trop où le mettre. Et c'est comme si une partie de toi, finalement, n'est pas vraiment de là-bas, alors que c'est pas parce que tu parles pas ta langue que... Mais là, par contre, où je trouve ça intéressant, c'est que tu as fait ce chemin pour apprendre ta langue, en tout cas, la repratiquer, etc., avant de faire ce voyage en van. Comment t'apprends? Parce que, du coup, tu as dû faire des cours. Comment ça se passe? Bah, en fait, tu sais, genre, c'est ta langue, donc tu peux pas prendre des cours de ta langue dans ta tête, alors que, enfin, en tout cas dans ma tête à ce moment-là, tu vois. Même si en fait je suis allé à l'école et il y avait des cours de français, donc alors que c'est la langue que je parle couramment. Ouais, mais je comprends l'idée. Mais j'étais en mode, bah c'est ma langue, je peux pas prendre des cours, la honte. Je devrais savoir la parler. Et en fait, bah à un moment j'ai passé ce step et je me suis dit, bah voilà, j'ai le niveau d'un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, il va à l'école et il a des cours de sa langue maternelle, et ben en fait je vais faire ça. Et ça va être peut-être dur au début, mais vas-y, le plus dur en fait c'est le fait de commencer. Et du coup j'ai fait ça, j'ai appelé ma famille plus régulièrement, j'ai lu, j'ai regardé des films
Et j'ai fait ce chemin-là. Et en fait, tu sais, c'est un peu... c'est un peu difficile d'aller dans ce sens-là, parce qu'en plus, il y a tout un truc où moi, je me posais beaucoup ces questions-là, de me dire, quelle est ma légitimité dans ce truc-là? Parce que même si... Enfin, j'ai pas envie d'être là à pleurnicher, à dire oui, je me sens pas tout à fait chez moi, etc. Alors que, ben, je sais pas, avec ma tête, j'aurais beaucoup moins de mal que beaucoup d'autres gens à trouver un appart, à trouver un travail. Je passe pour un Français en France, tu vois. Ouais. Je m'exprime bien, il y a pas de... Enfin, j'ai pas d'accent ou quoi, ça se voit pas sur ma tête, sur ma couleur de peau. Et je voulais pas avoir l'air de pleurnicher comme ça. Et je sais pas, cette légitimité-là, je l'ai trouvée juste en me disant, mais c'est mon parcours, je m'en fous. C'est juste, je le raconte pas parce que c'est un truc que j'ai envie de crier sur tous les toits. J'ai juste envie de dire, bah en fait, moi, c'est mon truc à moi, je l'ai fait comme ça. Et j'aurais bien aimé l'entendre en fait avant, quand j'étais petit. J'aurais bien aimé avoir cet exemple-là, sachant que j'ai grandi du coup aussi sans repère par rapport à cette diaspora-là. Mhm. J'écoutais pas, tu vois, j'étais petit, j'écoutais du rap au collège et tout. Il y avait aucun rappeur qui était en mode je viens des Balkans, Ah c'est non. mon non. identité et Ouais. tout. En tout cas, je les connaissais pas, tu vois. Et j'avais pas la pression d'être représenté dans mes origines et tout, et d'avoir ma place dans ce truc. Et bref, on parle beaucoup Bah vas-y, moi, mais de c'est ce truc-là très, très précis, alors que je pense que ça a plein de résonances en dehors de mon cas précis du Monténégro et des Balkans et de l'Europe de l'Est et tout ça. Mais je pense que c'est pour toute personne qui est dans la mixité aussi, tu ouais, vois, puis ou qui a même dû et qui est venue d'une certaine immigration, tu vois. ouais, puis même qui se pose des questions d'identité. J'ai l'impression que ma génération, elle se Oui. pose beaucoup en fait ces questions d'identité. Moi, je pense que les témoignages qui m'ont le plus touché, c'était ça avait rien à voir avec des origines. C'était juste simplement, Qui suis-je? ouais, j'ai du mal à répondre à la question qui suis-je? Quel est mon rôle dans tout ça? Quel est le sens de mon existence et quelle place je dois prendre dans ce truc-là, quel rôle à jouer et tout. Et c'est les témoignages qui m'ont le plus touché, parce que j'étais en train, moi, de parler d'un truc hyper précis. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait plein de gens qui se sentaient pas à leur place là où ils étaient, et que ça aidait ça les aidait à trouver cette place. Et à la trouver à l'intérieur d'eux plutôt que de la trouver à l'extérieur. En plus, c'est ça que j'ai trouvé beau. Je pense que c'est la chose même la plus importante, parce que si tu trouves quelque chose à l'intérieur de toi, on peut pas le déstabiliser facilement. Ouais. Tandis que si c'est de l'extérieur, il suffit qu'on te le prenne et t'es déstabilisé. Puis c'est ce que j'ai compris avec le voyage, parce que quand je suis arrivé au Monténégro, tu vois dans le documentaire, où j'arrive, je passe la frontière, Tu t'arrêtes. je m'arrête, je sors du van et je fais vraiment genre... Je pose mes pieds par terre, je ressens un truc dans mes jambes où j'ai l'impression que mes jambes sont le prolongement de racines qui sortent du sol. Je commence à ressentir des vertiges, mais je me suis jamais tenu aussi droit de ma vie. Je suis un arbre, tu vois. Je suis un arbre. Je suis un arbre, et j'ai poussé là pendant 100 ans, et je suis stable et je suis bien, et c'est pas un coup de vent qui va me faire tomber, tu vois. J'ai vraiment ce sentiment-là de les feuilles qui flottent dans le vent, mais je suis là et je vais pas bouger, tu vois. Je me sens à ma place, je me sens chez moi. Et je pensais que ce sentiment-là, j'allais le perdre en rentrant. Ouais. Et en fait, je l'ai gardé. Je l'ai gardé et je me suis senti chez moi après, dans tous les endroits où je suis passé. Depuis ce moment-là, même avec la tournée, je suis passé dans genre 40 villes, un truc comme ça, dans 3 pays. J'ai gardé ce sentiment avec moi. Aujourd'hui, je l'ai encore, et en fait, j'ai compris que c'était pas là-bas que je l'avais trouvé. C'était ici, tu C'est vois. en toi. Et je pense que c'est parce que tu as fait ce chemin et tu es arrivé au Monténégro que tu as trouvé cet enracinement, parce que finalement, sur le chemin, tu as compris des choses. Est-ce que tu sais, t'expliquais, enfin, je l'ai noté parce qu'il y a plein de choses que j'ai notées, que je trouvais hyper intéressantes dans ce que tu partageais. Ouais, donc ce que tu t'expliquais, effectivement, c'est qu'après toutes ces galères, ça y est, je suis rentrée chez moi. Dans toutes les galères que tu as vécues sur ce chemin, et les moments trop cool et stylés, parce que c'est un voyage, au-delà d'être un voyage physique, c'est un voyage mental, c'est un voyage spirituel, c'est un éveil, en fait, que tu fais quand tu fais des voyages en van. C'est la route de ta vie, un peu. Puis même tout vrai voyage, je pense. Oui, il y a quelque chose qui se passe réellement dans l'être que t'es.
au-delà de cet ancrage et de cette stabilité, avec quoi d'autre t'es reparti de ce voyage? Avec, je dirais, des sons, de la musique que j'avais entendue là-bas, avec des rires, avec des sensations en fait que j'avais pas connues jusqu'à maintenant. Là, cet été, quand on était dans ma maison, dans mon village et tout, j'ai eu un fou rire avec ma mère et ma grand-mère. Ça m'était jamais arrivé, tu vois. C'est vrai? Bah ouais, parce que quand tu parles, enfin, Quand l'humour, tu parles pas, oui. c'est autour des mots, tu vois. Ouais. Quand tu parles pas bien, c'est difficile de rire. Et j'ai eu un fou rire avec ma mère et ma grand-mère. C'était incroyable, tu vois. C'était une sensation complètement folle. Et je suis revenu, ouais, avec des rires avec mes potes aussi qui étaient là, qui m'ont accompagné. Et je voulais qu'ils viennent avec moi pour découvrir en fait tout ce chemin-là et le pays que je connaissais déjà quand même, à travers leurs yeux qu'ils ne le connaissaient pas. Je voulais que ce soit eux qui filment tout ça aussi parce que, comme ça, par exemple pour toi qui ne connais pas forcément, tu allais le découvrir avec leurs yeux, qui découvrent aussi, donc tu vas le découvrir, alors que moi j'aurais peut-être montré mon expérience incomplète et ça aurait pas eu le même rendu. Peut-être que j'aurais plus partagé des traumatismes et des sentiments d'incomplétude plutôt qu'une vraie découverte, tu vois. Mhm. Euh, je suis revenu franchement avec, je pense, de la confiance en moi et de la paix, ouais, de la paix. De l'harmonie, je sais pas. J'avais l'impression aussi d'avoir parcouru des grandes distances comme ça, de sentir que à la fois le monde était beaucoup plus vaste Ouais. et beaucoup plus petit. Genre, le monde s'est agrandi. J'ai eu la sensation qu'il y avait tellement de choses à découvrir, en fait, tellement de choses à voir, que ce soit là-bas ou partout ailleurs, Mhm. qu'il y a tellement de choses que j'ai pas vues et que, en fait, on a l'impression de faire du chemin comme ça, mais on fait tout le temps un peu la même route, en fait. Ouais. Ouais, clairement. Et c'est tout un truc de psychogéographie, je sais pas si c'est une vraie discipline, tu vois. Ah, mais moi, Mais franchement, là, tu prêches une convaincue. Ouais. Moi, je suis dans le même d'elle, donc. C'est tout le temps le même trajet de voiture, tout le temps le trajet de métro. Enfin, tu le regardes même plus, tu le découvres pas. C'est automatique, en fait. Ouais. Ouais. Et en fait, je me suis dit, putain, il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Et en même temps, c'est pas compliqué. C'est pour ça que je dis ça. Il s'est rapetissé en même temps parce que je me suis dit, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste partir à un moment, prendre démarrer, un sac à dos. Et en fait, c'est là, c'est à côté, quoi. C'est ça. Mm. Dans ta musique, qu'est-ce qui s'est développé justement dans ce que tu as créé, mais dans ce que tu vas créer aussi dans la suite? Est-ce que tu as senti un changement en toi aussi par rapport à ce que tu as envie de proposer musicalement parlant? Ouais. Je l'ai fait avec MNE+, du coup, la réédition de l'album qui vient de sortir, là. Je me suis tapé un délire, en fait. C'était vraiment... On a fini la tournée avec Grand Corps Malade, ma tournée à moi, et j'étais en mode, bon, voilà, on est vendredi, les gars, la semaine pro, dans un groupe WhatsApp, vous êtes dispo, on se prend 2-3 jours, on se fait un délire et tout. J'étais en mode, ouais, grave, vas-y. J'adore ce genre de pote. Ouais, on est là tel Ouais, jour, ouais. tel jour, ok, ramène ton violon, ta guitare, ton violoncelle, ta guitare, les poteaux qui font les chœurs, les percus qui sont rajoutés après. Juste, je me suis tapé ce délire de musique vivante, de la musique que j'entendais, pas forcément dans l'instrumentation et tout ça, même si c'est que des instruments qui peuvent jouer sans qu'on ait à les amplifier avec des micros et tout, que des instruments acoustiques qui sonnent pour de vrai dans la vraie vie. Ben, j'étais juste en mode, viens, on se met en studio et on refait ce truc-là que j'ai entendu en passant dans la campagne au Monténégro avec des familles qui jouent entre 3 générations, violon, guitare, un peu des percus comme ça, et juste qui se tapent un délire parce qu'il fait beau et qu'on est en train de faire le barbecue, tu vois. Normal. Et, Mais c'est chouette, hein. Et j'ai découvert là-bas un truc qui est beaucoup moins institutionnalisé sur la musique, peut-être qu'en France, ou moins ritualisé, où je prends une place de concert, je vais voir un concert, c'est un artiste que je connais vraiment par cœur et tout ça. Ou alors c'est la musique que j'écoute dans le métro ou dans le bus avec mes écouteurs, mais que je partage pas aux gens qui sont avec moi, que je connais pas, que je regarde pas, que j'entends même pas du coup, parce que je suis dans ma bulle. Il y a un truc assez fermé, où il y a moins de ponts, je trouve. Alors que dans les Balkans, la musique que j'ai rencontrée, c'était de la musique que je connaissais pas, que je découvrais, qui était là et en fait qui a accompagné des moments de vie et qui n'étaient pas des moments de vie en soi.
Tu vois ce que je veux dire dans la différence du truc? Ouais, J'étais en train de vivre quelque chose et il y a de la musique qui s'est rajoutée. c'est Et ça. je suis pas allé vivre cette musique, même si je pense que c'est très bien et qu'il faut aller voir des concerts et qu'il faut sortir. Et c'est là qu'on rencontre des gens aussi qui partagent les mêmes choses que nous et qu'on crée des choses, qu'on leur parle ou pas d'ailleurs, que ça soit juste une sensation. Ça fait vraiment du bien, je pense. C'est sacré comme truc. Ça crée du lien. Mais là, elle t'a accompagné, en fait. C'est une musique Ouais. qui... Toi, tu étais sur ton chemin, et puis la musique accompagnait à certains moments du chemin. Et j'avais envie de faire ça, j'avais envie de prendre cet album qui était une musique peut-être qui s'écoute dans la manière dont j'ai l'impression qu'on écoute beaucoup de la musique aujourd'hui, prendre les mêmes chansons et la mettre dans un truc où c'est la musique qui pourrait passer dans le bar où tu bois un coup, mais qui pourrait passer en vrai, quoi. Tu pourrais pas passer dans des enceintes, juste. Il pourrait y avoir des gens qui sont en train Dans de la jouer vraie cette vie. musique. Et du coup, je me suis pas mal pris la tête sur le son du mix et tout ça, de me dire, genre, il faut que ça ressemble, si ça sort des enceintes, à une musique qui serait jouée pour de vrai là à côté, tu sais, que ça soit pas genre tout calibré, Lisse, en fait. tout compressé. Ouais. À un moment, le guitariste il crie, tu vois. Juste il crie, ouais, tu vois, c'est juste, ça arrive jamais comme ça que ça normalement dans arriverait. des disques en studio, tu vois. C'est ça. Et c'est que une prise à chaque fois. Genre, ok, on fait cette chanson, allez, tac, c'est parti, tu vois. Et c'est... C'est pour avoir l'authenticité, en fait, de ce que tu as vécu, finalement. Ouais, exactement. Et dans le docu aussi, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu as ce côté où tu as la musique, et puis d'un coup, il n'y a plus. Puis ça revient. Puis il n'y a plus. Et en fait, c'est exactement... Tu as bien décrit ce que j'ai expérimenté, ce que je pense les gens, quand ils t'écoutent, ils expérimentent. C'est ce côté, tu voyages, mais tellement à travers... au-delà de ton histoire, de la manière dont tu la racontes, tu l'exprimes, mais avec comme tu dis, moi j'avais l'impression d'être dans les Balkans. J'avais l'impression d'être dans les Balkans parce que effectivement, tu as ce côté. Je vais dire un terme, je sais pas si tu vas comprendre la manière dont je veux l'amener, mais ce côté un peu plus folklorique, la musique folklorique dans le sens où, comme tu dis, tu vas dans un village, il se passe des choses, ou comme tu dis, une famille sur le bord de la route. Et en fait, ça, sans parler, ça te fait vivre. Et ça te fait peut-être comprendre les émotions qu'ils veulent transmettre. Parce qu'à côté, peut-être parfois très pudeur, très dur, parce qu'on a vécu des choses, et donc on les dit pas, tu vois. Ouais. Mais on va transmettre des émotions avec la musique. C'est ouf que tu dis ça, parce que justement, c'est un truc que j'ai pu expérimenter... au Monténégro. Ils ont écouté l'album en fait, au Monténégro. Ok. Et j'ai eu des retours de malades, et même qui s'étaient même pas adressés à moi, tu vois. Genre vraiment, ils m'ont ouvert les bras là-bas, c'est-à-dire télé, radio. Il y a même des journalistes qui sont venus en France me filmer en studio pour que ça passe à la télé là-bas et tout, tu vois. Ah ouais. Genre vraiment, j'ai eu un accueil, un truc, je m'y attendais pas, c'était thérapeutique pour moi comme truc presque, de me dire genre, mais attends, c'est un rêve ou c'est dingue, bref. Et j'ai lu des commentaires sur des interviews, sur des articles, sur des trucs, avec des gens qui disent, putain, j'ai écouté, c'est trop bien, je kiffe, je comprends rien. Mais ça me touche grave. Mais c'est là que t'as réussi. Ouais, j'étais en mode, ok, waouh. Moi, je suis très attaché au texte, donc j'ai l'impression que si tu comprends pas les paroles, toi, quand je fais écouter un nouveau son à quelqu'un, je suis en mode, attends, on arrête de parler, comme ça, t'entends bien tout ce que j'ai écrit, tu vois. Mais en fait, ça traverse, et au-delà de ça, et de toute façon, tout ça, ça nous dépasse quand on écrit quelque chose. C'est du ressenti. Ouais, et puis on contrôle plus, on sort quelque chose, et après, voilà, quoi. Pour pas faire des grandes phrases toutes générales, j'espère, quand je sors de la musique, qu'elle fasse autant de bien à certaines personnes, pas à toutes forcément, c'est impossible, mais à certaines personnes que ça m'a fait de bien à moi, quoi. Quand tu... c'est quoi ton parcours musical, c'est quoi ta partie préférée de ce que tu parcours jusqu'à présent? Toujours le jour même. J'ai l'impression d'être dans le juste quand j'apprends des choses tous les jours, et s'il y a un jour où j'ai l'impression de rien apprendre, et de pas aller encore plus loin dans tout ça, c'est juste parce que j'avais besoin d'avoir cette sensation pour me dire, en fait, ouais, putain, cette semaine j'étais down et tout, mais en vrai j'avais juste besoin de passer par là, et là je viens de faire genre 6 mois de compréhension, puis après je me rase le crâne et je suis en mode, genre, ouais, je me sens plus léger dans ma tête. Il a un peu enlevé la casquette, les gars, on a réussi quelque chose. Je me sens plus léger dans ma vie, dans ma tête et tout, vas-y, plus de cheveux, ciao. Et après, je regrette parce que je fais des interviews dans des beaux studios. Et j'ai une casquette, purée, on n'en peut plus.
Comment tu vois, c'est quoi ton goal par rapport à tout ce que tu entreprends là maintenant? Bah, Où t'as envie d'être? exactement ça, juste de pouvoir continuer à faire ce que j'aime tous les jours, à me sentir de plus en plus à ma place dans ce que je fais et à l'intérieur de moi, d'être plus en harmonie et d'avoir l'impression que... En fait, je crois que dans l'autre sens, si on prend le truc en négatif, ce qui m'effraie le plus, Ok, c'est de revenir en arrière, tu vois. ok, ouais. De me dire, ouais, il y a 3 ans, j'avais compris ce truc-là et je l'ai oublié. Tu vois, et c'est pour ça, je pense que je sors les chansons aussi, que j'écris et que je garde les textes et que je les répertorie et que j'ai des tonnes de T'as des bouts de trucs, de notes, trucs de d'organisation. carnets, c'est chaotique, mais en même temps, je sais où chaque chose est à sa Ah oui, place. c'est à moitié organisé, quoi. C'est une organisation, Ouais. mais pour toi. Les autres, Mais ils comprennent pas, mais toi, tu Je comprends. les garde et j'aime beaucoup y revenir pour me rappeler, tu vois, me rappeler toujours, me rappeler, de me dire aujourd'hui, je suis en train de faire ce que j'aime et je l'aime encore plus qu'hier et du coup, j'aime encore plus qui je suis qu'hier et dans ce truc-là, j'ai l'impression de partir de loin, d'aimer qui je suis, de m'aimer, tu vois. Du coup, c'est vraiment ce que je me souhaite et peut-être ce que je souhaite à tout le monde aussi, de tous les jours faire un pas en plus en avant, mais en avant vers soi, quoi, tu vois. C'est beau, ça, faire un pas en avant vers soi. Ouais. L'image est assez cool. On va faire une chanson à... Il veut vraiment faire une chanson aujourd'hui. À tout moment, ça termine avec Gaëtan qui est juste là, ingé son. On va faire un son, ça va être incroyable. De ouf. Comment tu démarres réellement musicalement? Comment t'as su, ok, ça c'est ma passion, mais il y a une différence parfois entre c'est ma passion et ça va être mon métier. Bah parce que je me suis jamais vraiment posé la question du métier, en fait. J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit parce que dans cette pudeur-là dont on parlait, tout ce que je pouvais pas dire à quelqu'un, ben, je l'ai dit à mes feuilles volantes, quoi. Je les ai écrits sur du papier cigarette, tu vois. Et j'étais heureux, en fait, ça me faisait du bien. Je ressentais vraiment de la joie à faire ce truc-là et ça m'aidait à me sentir bien et à affronter un peu la vie, les peines et tout. Et du coup, je me suis jamais posé après la question parce que j'étais juste en mode ok, il faut que je fasse ça, c'est instinctif, c'est un besoin. Et il y a juste un moment où je pense que j'ai eu un déclic de me dire attends, il y a un moment où il faut gagner de l'argent, il y a la problématique matérielle qui existe, qui rentre en jeu. Je peux pas, j'ai pas envie d'aller vivre dans la forêt non plus et j'ai envie de quand même de rester au contact du monde malgré tout ce que ça implique de matériel et de capitalisme, quoi. Ben en fait il faut que je vive de ça, donc il faut que je me donne les moyens de toujours pouvoir continuer à le faire le lendemain parce que c'est ça qui me permet de vivre, c'est ça qui me rend vraiment heureux et qui me donne l'impression d'avoir quelque chose à foutre ici, quoi. Et ouais, je vois l'idée. j'ai essayé de faire ce pari un peu de ça va le faire pour demain, mais il faut que je me lève et que je fasse ça et que je fasse ça jusqu'à que je me couche, quoi. Comment tu sais quelqu'un par exemple qui veut faire ça, mais il sait pas trop par où commencer, tu vois, parce que c'est pas facile, clairement. Toi, quand tu dis justement, ok, bon, à un moment donné, il y a un choix à faire, il y a la vie, il y a le matériel, il faut qu'on allie les deux à un moment. Quelles ont été les démarches que tu as faites pour pouvoir allier justement les deux? La première étape, par exemple, que tu t'es dit, ok, bon, ça, c'est le premier step. Tuto YouTube. Sérieux? Ouais, j'ai tout appris. Et tu mettais quoi sur tuto YouTube? Bah, j'ai tout appris sur YouTube, hein. Mais genre au niveau... D'apprendre à faire des prods. En fait, je me suis dit, il faut que je sache tout faire. Parce que j'ai pas d'oseille pour pas les payer. Pour payer des gens qui savent faire des trucs, il faut que je sache tout faire. Du coup, j'étais en mode tuto YouTube toute la journée avec un carnet, j'avais 15 piges et j'étais en mode ok, bon, bah, c'est la composition, le solfège, apprendre à faire des prods, j'analyse des textes. Enfin, j'étais juste en mode... ça me passionnait, tu vois. Donc, en fait, je crois que je me suis pas trop posé de questions et je suis allé rechercher la ressource là où je pouvais la trouver facilement et gratuitement, c'est-à-dire Internet, quoi. Moi-même, et toi, du coup. Ouais, mais vraiment,
Je crois vraiment j'ai tout appris sur YouTube. Et après, quand justement, tu crées tes prods, tu crées tes sons, etc., tu sors des sons. Petit à petit, tu commences à être repéré. Tu t'es lauréat de certains tremplins et tout. Voilà, tu as eu pas mal de tremplins, tu es passé dans des émissions aussi. La radio commence à te diffuser aussi, j'avais vu. Un petit peu, ouais. J'ai un petit peu de Est-ce que tu as dû, toi, faire des manœuvres pour pouvoir arriver à ça, ou est-ce que c'est les gens qui viennent te chercher? Ouais, mais si je te dis après, c'est... Quoi, qu'est-ce que t'as fait? Tu peux pas me le dire? J'ai jamais dit ça parce qu'en vrai... On n'était pas obligé de répondre. Mais déjà, à partir du moment où je sors mon premier son qui est disponible là sur les plateformes, déjà c'était en 2021, donc ça faisait 8 ans que je faisais du son tous les jours, presque. 8 ans, ça montre la détermination que tu avais, c'est incroyable. Oh, pour moi, c'était même pas de la détermination. Oui, c'est de la passion. De la passion. Oui, c'est ça. En fait, c'était juste l'urgence du truc. J'ai appris beaucoup en me prenant comme cas d'étude. J'ai investi sur ma musique en faisant la musique des autres aussi. Ok. Parce que j'avais des connaissances et des compétences que j'avais appris sur moi. Et du coup, je me suis rendu compte à un moment, genre, il y a des gens, ils payent pour faire ce truc-là. Vas-y, moi, je sais faire, tu vois. Vas-y, paye-moi, moi, je te le fais. Ouais, et du coup, j'ai investi dans ma musique comme ça au début. Et je suis arrivé à Paris. J'ai pris, en fait, il y avait un bouquin qui répertoriait tous les labels. Ok, smart. Attends, ça arrive. J'ai passé 3 mois à envoyer le même mail à tous les labels. Non. Et en fait, je savais pas qu'on pouvait faire... parce que je me suis dit, en vrai, ça craint. S'ils voient tout ce que j'ai envoyé à tout le monde dans un seul mail, tu vois. Ah, est-ce que tu pouvais faire CCI? Ouais, je savais pas. Tu faisais du coup tout séparément? J'ai tous fait. Mais genre, quand je te dis, moi, je savais même pas ce que c'était un label. En vrai, du coup, j'ai dû contacter genre toute l'industrie. Genre vraiment toute l'industrie. Mais t'as raison. Tous les métiers de l'industrie. J'ai envoyé tout, mais tu sais, genre, je recopiais le mail. Même à la SACEM, tiens, je vous envoie aussi. Enfin bref, ça avait aucun sens. J'ai eu 0 réponse. J'ai envoyé genre 1500 mails. Ça m'a pris 3 mois. J'ai eu 0 réponse. Mais non. Ouais, 0. Mais genre 0, quand je te dis 0, genre limite, je me suis dit, elle bug ma boîte mail, tu vois. Même pas un refus, genre faites quelque chose. Ouais, même pas un non, pas ouf, tu vois. Bon, je suis en mode. Bah, c'est qu'il y a pas quelque chose qui va pas, mais bah, je sais pas, moi je kiffe ce que je fais, donc je vais juste continuer à le faire. En vrai, je me suis juste pas, encore une fois, pas posé la question. Et après, j'ai eu la chance de croiser sur ma route des gens bienveillants et désintéressés, dans le sens où je pense que rien dans la vie n'est désintéressé, mais qui avaient des intérêts hyper sains et qui étaient très souvent en fait juste de je kiffe ce que tu fais, j'ai envie que tu le fasses plus et mieux, et comme ça je pourrais l'écouter et je vais kiffer. Ok. Et j'ai eu la chance de croiser des gens comme ça, et notamment en postulant à des tremplins sur des variations de FGO Barbara, Le Fer, les Inouïs du Printemps de Bourges, et des gens aussi que j'ai rencontrés, qui sont devenus des amis, avec qui j'ai partagé des choses, avec qui j'ai fait de la musique, et c'est peut-être les premiers trucs visibles en fait, parce que c'est ce dont tu me parles en me disant que ça a commencé, mais pour moi ça n'a pas commencé. Pour moi c'était juste le début d'une nouvelle ère où... C'est le professionnalisme peut-être, enfin en tout cas tu t'es professionnalisé entre guillemets peut-être à ce moment-là. Je pense même pas, je pense juste qu'en fait ce qui a été un truc pour toi, perso et pour moi, ben c'est devenu quelque chose qui a existé aussi pour les autres à partir de ce moment-là. Ok. Et du coup, ça a été une nouvelle manière d'appréhender ce truc-là, parce que pour la première fois, je commençais à avoir une vraie interaction, une vraie discussion, qui était souvent en fait pas verbale, pas des retours sur ma musique et tout ça, mais je sais pas, ça fait quelque chose quand même la première fois qu'on te dit bah nous on a une structure, on a des locaux, on a du bif et tout, et bah c'est cool, viens. Nous on kiffe et on a envie que tu sois là-dedans et tout. On a envie que tu te développes en fait. Ouais, c'est ça. Et genre vraiment, j'y ai pas cru au début. Et je pense que il y a beaucoup de signes qui sont là. Il faut juste apprendre à les voir. Et
j'ai capté que c'était une nouvelle ère de ma vie. Quand ce truc-là est arrivé, le premier qui est arrivé, en fait, c'est FGO Barbara, qui est une salle de spectacle à Paris, qui ont des dispositifs et tout. Et je crois que ce truc-là, je leur ai jamais dit non plus, mais en fait, le jour, moi, j'y suis vraiment allé en mode, j'ai envoyé un dossier, tu vois, avec des sons qui avaient été refusés de partout, enfin même pas refusés, juste ignorés de et, et ils m'ont, enfin, j'ai envoyé en fait les mêmes morceaux, tu vois, c'était même pas des nouveaux morceaux. Moi, j'étais en mode, bah, ces morceaux, ils sont pétés, mais vas-y. Je sais pas, moi, j'ai pris du plaisir à le faire. C'est vrai que quand j'écoute des trucs que je kiffe qui sortent sur Spotify, ben, c'est pas la même qualité et tout ça, mais moi, j'ai pris du plaisir à les faire, ils m'ont fait du bien, donc peut-être qu'ils ont un truc à... Enfin, ils existent, ils ont le mérite d'exister, tu vois. Et bah, je vais les envoyer, puis au pire, ils vont pas kiffer, ils vont pas me répondre, et puis l'année prochaine, je renverrai un dossier tu vois, avec d'autres sons, et c'est pas grave. Ouais. Et du coup, j'ai envoyé ce dossier-là, avec ces morceaux. Et le jour, je me rappelle très bien, c'était le 1er juillet, et ils m'ont envoyé un mail de réponse pour me dire « Putain, on a kiffé, viens, on se voit, et puis c'est bon, tu vois. » Et j'ai lu ce truc-là, et j'ai fait « Waouh !» What? Qui? Quand? Quoi? Ouais. On m'a répondu. Et je suis monté, parce que j'avais un truc à faire, j'ai vu ce mail au moment de partir, en fait. J'étais en train de fabriquer mon studio, et puis on est parti avec mon meilleur pote en scout pour aller acheter des bricoles pour fabriquer le studio qu'on était en train de faire. Et j'étais en mode, ouais, trop bien et tout. Et j'ai fait un accident de scooter. Mais non. Où en mode, j'ai failli mourir et tuer mon pote. Et je raconte ça dans le morceau Bohémien, où je parle de ça. Hier, j'ai failli tuer mon pote. Je me suis mangé en scout et tout. Et on est passé vraiment... genre vraiment, j'ai eu la sensation, je me suis levé du truc, j'ai vraiment fait en mode, ah, c'est ça être mort, c'est genre... Là, on existe encore et tout. J'étais en mode juste, non, en fait, juste, ça va, tu vois, je suis immaculé. Oh Et, mon Dieu, mais... j'ai eu vraiment ce signe-là d'être genre... c'est une nouvelle ère de ma vie, ok, ça y est. Il y a un moment où j'ai eu cette vie-là où je faisais les choses pour moi, par passion, dans une espèce d'urgence. Et là, en fait, il y a une renaissance. Ça va aboutir à plein de choses, ce truc. Faut même pas que je me prenne la tête. Je peux avoir confiance absolue dans ces gens, dans ce dispositif, dans tout ce que ça va me rapporter, tous les gens que je vais rencontrer grâce à ça, même si des fois c'est par des trucs détournés et tout, tu vois. Et ce truc-là, ça a été hyper fort pour moi et j'étais en mode, ok, bah en fait, je renais, il faut que cette nouvelle personne que je suis, elle ait appris des choses. Donc le truc principal que j'ai appris, c'était ça, c'était cette musique, elle va sortir, ces textes, ils vont sortir. Ils vont parler. J'ai une responsabilité maintenant. C'est pas juste moi et ça me fait du bien. J'ai une responsabilité. Il y a des gens qui vont les écouter et qui vont les prendre pour eux. Qui vont les prendre pour eux. Donc j'ai ce devoir de même pas forcément faire de la meilleure musique, mais d'être une meilleure personne pour que ce que j'écris et ce que je vais faire et ce que je vais dire et ce que je vais chanter, et comment je vais composer, comment je vais arranger, comment je vais produire, ça aille dans le même sens c'est toujours... De cette évolution de toi, en fait, de l'humain. C'est en fait, que ta transmission continue à évoluer vers le mieux. Ouais, c'est ça, et vers le bon, tout simplement, même pas mieux, tu vois, juste bon. Restons bons, déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, je sais pas, pour moi, le bon, c'est un mélange de beau, de vérité, de vrai, et de bienveillance, tu vois, d'empathie. Ces trois trucs-là, ils vont ensemble. S'il y en a un et pas les deux autres, ou deux et pas le dernier, on peut faire toutes les théories qu'on veut, tous les schémas qu'on veut. Dans ma tête, ça s'écroule, tu vois. C'est cette espèce ça peut être malveillant, en fait. Ça peut être mauvais s'il y a cette trinité de la bonté, elle est pas complète. Et ben, à un moment, il faut ramener l'un et puis l'autre et puis faire grandir un peu ce truc-là. Et c'est vraiment, depuis ce moment-là, ce que je me dis tous les jours et ce qui guide ma vie tous les jours, quoi. Moi, de ce que je retiens, c'est vraiment l'apprentissage. C'est quelque chose de très important pour toi, de jamais rester sur... de rester sur tes acquis, en fait, de toujours arriver à... Ok, on a appris ça, le step... il faut qu'on continue, en fait, qu'on continue. Si tu dois... Maintenant, on en a parlé un peu avant, mais ta mission de vie... tu penses
que ce sera... En fait, qu'est-ce que tu aimerais qu'aura été ta mission de vie quand tu auras 80 ans, par exemple? Je sais pas, c'est dur. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Je pense d'avoir apporté un peu plus de paix, d'harmonie, d'amour, je sais pas, de détachement, pas d'avoir apporté ce truc-là, d'avoir peut-être été un signe pour d'autres personnes sur des trucs cool, d'avoir le sentiment aussi d'avoir bien vécu et je sais pas j'ai pas ce truc-là de me dire que j'ai envie de durer dans le temps, tu vois. Genre, je sais on a tous envie, c'est notre condition humaine, de se dire on a envie d'exister après notre mort, tu vois. On a envie les gens se rappellent de nous, de laisser des choses et tout ça. C'est génétique, c'est Darwin, c'est la reproduction de l'espèce, tu vois. On a envie de ça et que ça soit par, j'imagine, une descendance des enfants. Oui, déjà ça, la base ou pour par nous. vraiment des œuvres, des souvenirs et tout. Je essaie de me détacher de ce truc-là de plus en plus en me disant que, au pire, tu sais, si je sais pas, Beyoncé, on va s'en rappeler 500 ans, et puis après, on s'en rappellera plus, tu vois. Oui, ça, c'est vrai aussi. Mais 500 ans à l'échelle de toute l'humanité, c'est pas grand-chose. Et je pense que j'avais un peu cette espèce d'illusion là, à un moment quand j'étais un peu ado et que j'avais besoin d'avoir une part en moi d'ambition pour sortir de ma chambre, tu vois, et sortir de mon lit. J'essaie de m'en détacher parce que je la trouve de moins en moins pertinente avec ce que je vis tous les jours. Je sais pas, j'ai juste envie d'être là et d'avoir l'impression de servir à quelque chose, je sais pas. Mais c'est une belle réponse. Ouais, puis de mettre un peu de poésie, en fait. C'est la beauté de ce que tu fais, c'est qu'effectivement, tu arrives à nous faire... Ouais, la poésie, c'est ce que tu dis souvent et c'est ce qui représente très bien ce que tu fais. Et en même temps, ça a quelque chose de tellement vrai et authentique et en même temps de tellement plus haut que ce qu'on est. Tu vois, ça plane, la poésie. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas... tu le prends pas en pleine face, tu vois. La poésie, pour moi, c'est quelque chose qui plane un peu autour de toi et que tu arrives à catcher à certains moments en fonction de ce que tu as besoin d'avoir à ce moment-là. Ouais, grave. C'est exactement ça, et la poésie au sens large. Enfin, moi, c'est vraiment ce truc-là de vivre un truc hyper perso, hyper unique, et de l'envoyer dans le ciel. C'est pour ça que je dis dans des morceaux les mots qui tombent du ciel, tu vois. Ouais. Je me suis fait sauver par des mots qui tombent du ciel, mais parce que, juste moi, je sais pas d'où ils viennent. Je suis juste en mode... Ouais, toi, tu les prends et puis tu fais ton petit truc avec, quoi. Et c'est vraiment pas pour faire le gars, c'est pour revenir à ce truc-là que tu disais de vouloir être mieux tout le temps et de pas s'arrêter au truc. C'est même pas une volonté, c'est vraiment juste, à chaque fois que j'écris quelque chose, je suis en mode, je sais pas d'où ça vient, jamais de ma vie j'arriverai à écrire un truc comme ça. Genre, c'est pas moi, je sais pas. Non, puis genre, quand je fais un morceau que je kiffe, je suis vraiment en mode, genre, ouais, je ferai jamais mieux. C'est pas possible, je sais pas comment je l'ai fait. Je peux pas, des fois j'essaie de refaire, tu sais, je me dis, j'ai fait un peu cette recette-là, j'étais dans ce mood-là, j'avais ce truc-là en tête, c'est dans cette ambiance, j'avais éteint mon téléphone, il était telle heure et tout, mais ça marche pas, tu vois. Bah non. Ça craint. Ça fonctionne pas, les gars, merde. mais c'est la poésie, c'est la beauté de ce truc-là, et tant que j'arrive à ressentir ce truc-là, je le ferai. Si un jour je l'ai plus, j'arrêterai. Et je ferai autre chose. Ou si j'ai juste envie de faire autre chose, je ferai autre chose. Mais c'est ça qui est trop beau avec la poésie. Moi, je pense que la poésie, c'est essentiel. Ça m'a sauvé la vie de contempler des choses. D'être en mode juste... Ah, je suis pas que juste moi, tu vois. C'est un canal de transmission, du coup, d'une certaine manière. Ouais, mais je pense qu'on l'est tous. Si on s'en rend compte. Et si on se laisse ouvrir, si on ouvre le canal, on l'est tous, certainement. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être plus connectés à ça que d'autres, qui le conscientisent ou pas. Mais différemment, peut-être. En même temps, je sais pas, quand on parle, il n'y a pas que nous qui parlons. Il y a tout ce qu'on a vécu, même ce qu'on a hérité de nos parents, de ce qu'ils ont vécu et tout. Et même c'est
C'est karmique. Il y a des choses qui se transmettent. Je suis assez d'accord. Puis c'est même, il y a des trucs scientifiques qui disent ça, tu vois, l'épigénétique et les trucs comme ça. Après, moi, je suis pas docteur et tout, mais c'est des trucs hyper fascinants. Complètement. C'est juste, tu te dis, ah ouais, c'est logique en fait. Make sense. On va terminer cette interview. Il y a une question à la fin qui est un peu la question. J'ai zappé que c'était une interview carrément. J'étais en mode merde, c'est la caméra. On discutait pas, nous. J'aime bien faire quelque chose, c'est qu'on prend les lettres de ton prénom. Ouais. Et j'aimerais que tu me donnes un adjectif de qui tu es. Oh waouh. Deep. N. Ouais, je vais galérer. Positif ou négatif, vas-y, enjoy. Tu peux le dire en serbe aussi, si tu veux. Si t'as un mot qui devient en serbe avec la lettre, tu peux aussi. N. Ouais. Ah, mais moi, en fait, T'es trop humble? Non, pas du tout. Genre, vraiment, je suis juste... j'arrive pas à... Je pense qu'il y a des cases de mon cerveau qui manquent. Vraiment, genre... Et le recul sur moi-même, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Je suis incapable de me définir. C'est pour ça que là, j'aime bien qu'on discute comme ça et tout. Parce que ça sort tout seul. Tu me dises pas, genre, ouais, présente-toi, tu sais, genre, qui es-tu et tout. Parce que vraiment, c'est des trucs, ça fait des courts-circuits dans mon cerveau. Et pour donner des adjectifs de moi, je sais pas, viens, on appelle quelqu'un au pire. Vas-y, viens, appelle. T'as un pote à toi que tu peux appeler? Vas-y, moi je suis chaud. De dispo et qui donnerait des réponses qui me feraient plaisir. Faut que je réfléchisse. C'est qui mon gars sûr, tu vois, dans ces moments-là? Mais qu'il soit pas trop sympa non plus. Parce si je dois mettre un corps quelque part, on appelle qui? Ouais, bah j'ai plein d'idées. Ça va être dur de choisir. Si j'en choisis un, il y en a qui vont me faire la gueule. Mais sinon, donne-moi peut-être une lettre de ce que t'aimerais. Donc, qui sont en lien avec ce que t'aimerais qu'on se souvienne de toi ou qu'on dise de toi. Ah, ça, c'est chouette. Ça, du coup, ça te met pas trop toi dans la sauce. Ouais, ce à quoi j'aimerais prétendre. Ouais. Donc, N. Détache-toi de ta propre personne à ce moment-là. Putain, c'est dur, je galère. C'est dur, c'est trop... Laetitia, qui est là. Oui. Non? Vas-y, Laetitia, dis-nous. Laetitia, alors elle est à côté de nous. Donne-nous des idées. En N, comment tu pourrais décrire Nicolas? Même Gaëtan, vas-y. Hein. La lettre? Novateur. Narrateur. Ah, narrateur, j'aime bien. Narrateur, c'est beau ça. Narrateur, c'est chiant, mais parce que très souvent, je me dis que... Mais c'est vrai que au final, toi, tu narres les choses. C'est pas que tu les chantes. Enfin, tu les chantes, oui, et en même temps, parfois, tu les narres. Juste. Ouais, même de manière générale, je me dis très souvent que si j'ai un métier, c'est pas d'être musicien ou d'être chanteur, parce que on fait tellement de trucs. Oui. C'est pas juste ça. Je me dis, mon métier, et ma passion, en vrai, ce que j'aime vraiment, c'est de raconter des histoires. C'est ça que j'allais dire. Et peu importe, peut-être demain j'arrêterai la musique et je ferai de la photo, mais je continuerai toujours à raconter la même histoire, tu vois. Du coup, narrateur, chambé, merci. Putain, j'aime bien cette cohésion d'équipe. C'est un vrai taf, les gars. I. Gaëtan, il les a tous. Introspection. Est-ce que tu valides? Ouais, mais c'est la moitié du job. C'est la moitié du job? Ouais, introspection, c'est hyper important, je pense. Mais en fait, c'est un truc que un concept que je pense on a beaucoup de tous, chacun des interprétations un peu différentes. Mais j'ai quand même l'impression que, à part pour des grands sages qui méditent 8 heures par jour, c'est très dur de, tu vas fermer les yeux, se dire qui suis-je, tu vois. En tout cas, il faut être je pense qu'il faut se mettre dans un certain environnement pour pouvoir le faire. Et même, je pense que l'environnement, il a plus de choses à nous apprendre que nous-mêmes. Je pense que tu peux te poser la question pendant 3 ans, de dire qui suis-je. Mais il suffit de regarder, je sais pas, ta chambre. Ce que tu fais. Oui, en fait, c'est tellement vrai ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ta chambre, ton salon, tes amis. En fait, c'est tout ce que tu fais de manière
non-pensée. En fait, c'est quand tu ne te rends pas compte. En fait, ton non-verbal peut t'apprendre beaucoup plus sur toi que ton verbal. Ouais. Ton verbal, tu le contrôles. Ton non-verbal, c'est intuitif. Mm. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, ah ouais, les gars, là, on va se faire chier. Le cas. Alors moi, à part Koala et Kaléidoscope, j'ai pas grand-chose. Karma, c'est cool. Ouais. Mais Gaëtan, c'est le meilleur. Il est très fort. Mais au pire, si tu veux, je fais le son. Hein. Il a appris sur YouTube, du coup. On peut tout changer. Ok. Karma. Karma, je sens, mais moi, le karma, c'est vraiment un... C'est pas le mot que j'emploierais pour parler du karma. Ok. Mais pour moi, il y a un truc hyper vaste et général où je pense que, tu sais, la plupart des problèmes de l'humanité, pour moi, c'est des problèmes linguistiques. C'est-à-dire que notre pensée, elle est limitée par les mots qu'on connaît, donc notre univers est limité par les mots qu'on connaît. Et sur Terre, il y a tellement de langues, et même à l'intérieur d'une même langue, il y a tellement de manières de parler et de se comprendre qui sont différentes, que je pense que la plupart des problèmes du monde, c'est juste des problèmes de traduction. Et d'interprétation, potentiellement. Ouais, aussi. d'interprétation. Parfois, on parle la même langue, mais on ne se comprend pas. Ouais, c'est ça. Et la traduction, l'interprétation, pour moi, c'est la même chose. Et même quand je vais interpréter mon propre texte, c'est une traduction vers le monde réel et tout ça. Et je pense qu'il y a énormément de mots qui veulent dire karma, déjà juste dans notre langage courant à nous, du français courant, même si le karma, forcément, c'est dans le dictionnaire, tu vois. Mais pour moi, karma, Dieu, paix, harmonie... Énergie, moi, j'ai envie de mettre. Énergie, pour moi, c'est... J'ai envie de croire que c'est la même chose, tu vois. J'ai envie de croire que c'est quelque chose qui est à toutes les échelles et qui est juste un guide pour nous apporter de la paix, et un détachement et de créer du vide à l'intérieur de soi pour que l'univers nous remplisse, tu vois. Et pour moi, c'est ça un peu ma définition du karma. Genre. J'aime beaucoup. Ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Et les mêmes instant karma, quelqu'un qui fait un truc... Cher. Ouais, le cher, il est pas mal. On va terminer. Oui. Il n'y a plus. Oui, plus de batterie. Ça, c'est lequel? Caméra... Le son? Depuis longtemps? Non, ça va s'arrêter. Ok, bah alors on va faire le O, le L et le A en commentaire. Comme ça, on termine. Juste une dernière chose. Déjà, si jamais ça s'arrête avant, un énorme merci. Bah, merci à toi, c'était pour ce moment. J'espère qu'on se reverra bientôt. Bah, grave. MNE+, à découvrir sur toutes les plateformes. Kiffez, mettez-vous bien, voyagez. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement en live et où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche sur les réseaux? En live, faut regarder sur mes réseaux parce qu'il y a des dates qui s'ajoutent, qui passent et tout ça. Mais mes réseaux, c'est Nicolas, NIKOLAPPX. Et on peut me retrouver partout, globalement, sur Spotify et tout, Deezer, Apple Music. Et à Lille, prochainement? Et à Lille, le 17 octobre, c'est la date la plus proche de BX pour l'instant. C'est le jour de mon anniversaire. On t'invitera. Et si j'ai une dernière chose à te dire, c'est j'ai raconté beaucoup de conneries, m'écoutez pas trop. Merci beaucoup. Et merci à toi, merci Gaëtan, merci tout le monde. C'était charmé. Avec plaisir. Et juste dernière chose avant que, si jamais comme ça, si ça coupe, c'est pas grave. En esprit, c'est le principe, c'est le concept de l'émission. Pour toi, c'est quoi être en esprit? C'est la définition du karma. Du karma, ouais. Ce truc d'harmonie. Je sais pas, l'esprit, c'est l'intelligence, c'est le souffle, c'est l'âme quelque part, tu vois. Et je sais pas, être en esprit, c'est être en harmonie, être à la fois rempli entièrement et totalement vidé, être en paix, genre, être en esprit, je sais pas, tu le vois comme le ça, sens comme ça, ouais. Ça et l'enfoiré, quoi. Mais... Tout le monde me l'a fait de toute façon, ouais. C'est normal. Mais je pense que l'enfoiré, il est grave en paix. Il est grave en esprit, lui. Léo Max. Ben, merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien évidemment très bientôt pour d'autres interviews en esprit. Mettez dans les commentaires ce que vous avez kiffé de l'interview, le son que vous avez préféré de MNE ou MNE+. Vous pouvez choisir si vous préférez cette version-là ou l'autre. Et bien sûr, quel autre invité vous avez envie qu'on reçoive dans ce magnifique canapé pour une discussion en esprit. Bisous tout le monde.